Hier, quelque chose de presque impensable s'est produit. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies a soutenu le plan en 20 points du président Trump pour Gaza. Quelques minutes plus tard, le Hamas a publié sa réponse. « Nous ne déposerons jamais les armes ». Et leur écho occidental a immédiatement suivi, scandant « Mort à Tsahal » et « Intifada ». Puis Jérusalem a ajouté sa propre touche, Netanyahou annonçant qu'Israël travaillera avec toute nation prête à aider à expulser le Hamas. La droite israélienne a aussitôt répondu non à un État palestinien. Que va-t-il se passer ensuite? Nous allons analyser la situation aujourd'hui dans l'émission Le Quatuor. Et bienvenue à tous dans Le Quatuor, avec un panel un peu différent aujourd'hui. Émilie est absente, mais nous accueillons d'excellentes co-animatrices invitées pour vous. Mais surtout, Shoshana Kitts-Jaskol, fondatrice de Choshma Nashim, défend la voix des femmes orthodoxes et combat la discrimination. Et nous avons deux invités incroyables des États-Unis. Mon ami Lee Trink, qui est, je dirais que c'est un entrepreneur exceptionnel, devenu activiste par accident. Et ma patronne Vanessa Idari, artiste de spoken word tout droit venue de New York. Donc, nous sommes vraiment très enthousiastes à l'idée de déconstruire quelque chose qui semble révolutionnaire. Oui, le plan en 20 points a été adopté hier à l'Organisation des Nations unies et il semble que certaines personnes soient un peu contrariées à ce sujet, ce qui est étrange puisque c'est censé apporter la paix. Mais voici la réaction du Hamas. Et le Premier ministre Netanyahou dit que nous accueillons ici toute personne intéressée à désarmer ce groupe terroriste et à apporter la paix dans la région. Mais il semble qu'il y ait, comme toujours, des idiots très utiles qui, que font-ils? Ils manifestent contre la paix. Cela signifie que nous nous réengageons dans la lutte? C'est exact. Cela signifie que nous n'abandonnerons jamais Gaza. C'est exact. Cela signifie que nous savons que notre lutte est juste et que notre cause est juste. C'est exact. Et peu importe ce qui se passe derrière ces portes impériales, nous continuerons à nous battre pour Gaza et pour la Palestine et à nous réengager dans la lutte. C'est exact. Lee, tu as été à l'avant-garde de cela. J'ai dit accidentelle car tu es investisseuse, entrepreneuse et talentueuse. Et puis, tout à coup, tu te retrouves à défendre Israël depuis Los Angeles. Je fais partie des Juifs du 8 octobre qui se sont réveillés et ont décidé qu'ils devaient rejoindre le combat. Eh bien, tu l'as certainement fait et tu le fais très efficacement. Mais que penses-tu de tous ces idiots utiles, ceux que tu as vus dans ta propre ville à Los Angeles? Ils répètent à cesser le feu, cesser le feu, cesser le feu depuis 2 ans. Et maintenant, eh bien, non seulement on a plus ou moins, ça ne tient qu'à un fil, à cesser le feu, mais nous avons aussi un plan de paix, une feuille de route, même si ce terme a tant servi. Pourtant, il reste très contrarié, n'est-ce pas? Parce qu'il ne s'agit pas de paix, il n'a jamais été question de paix. Les gens qui manifestent, en réalité, ce qu'ils sont, c'est qu'ils sont anti-américains. Ils sont contre les valeurs occidentales, même si je ne sais pas trop ce que valent les valeurs occidentales, vu ce que fait l'Europe. Mais ils sont contre le capitalisme, la démocratie, la façon de vivre américaine. Israël incarne cela au Moyen-Orient. Et ce sont des gens avec de véritables idéologies marxistes, motivées et financées par des personnes qui promeuvent des idéologies marxistes. La paix est en fait un grain de sable dans l'engrenage. Maintenant,
Tout leur style de protestation et leur discours doivent évoluer parce qu'ils doivent continuer à s'opposer au système, quelles que soient les conditions sur le terrain. Ils ont changé d'avis. Là. Avant, c'était cessez-le-feu répété. Après le cessez-le-feu, ils ont parlé de la fin d'Israël. J'imagine que c'est ça leur sujet. Certaines personnes disent maintenant, vous savez comme on dit, la partie cachée à voix haute, n'est-ce pas? Ce n'est pas vraiment ça. Maintenant, c'est vraiment vraiment. La chose qu'on vous répète depuis le début, c'est que ça ne concerne pas les enfants de Gaza et... Oui. D'accord. Non, non, il s'agit de la destruction d'Israël. Oui, d'accord. Enfin, le grand révélation. La révélation que nous connaissions depuis le début, Shoshana. En Israël, le plan va en point. Certaines personnes l'acclament et d'autres disent « Non, cela va mener à un État palestinien ». J'ai parlé à des gens très contrariés, mais je ne comprends pas vraiment, même si je vois pourquoi. Mais d'un autre côté, je veux dire, il y a des étapes à franchir avant même que l'on puisse envisager une solution à 2 États, que nous savons être presque impossible. Pourquoi les gens sont-ils tellement focalisés sur les parties du plan en 20 points qui parlent d'une certaine forme d'autonomie palestinienne? Eh bien, je pense que le 7 octobre est la raison pour laquelle ils ont peur. Vous savez très franchement, les gens. J'étais là pendant le désengagement ou l'expulsion, selon comment vous le définissez, quand 2005, tous les Juifs ont été retirés de Gaza en 2005. Et les gens disaient, si vous partez, il y aura des roquettes sur Tel Aviv. Si vous partez, il y aura des attentats terroristes dans vos villes. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a des gens qui disent, qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Leur accorder l'autonomie revient juste à leur offrir un espace pour préparer leur prochaine attaque. Leur prochaine attaque, les gens le ressentent clairement et ne veulent pas nous voir refaire la même erreur. Écoute, notre hymne national est Hatikva, notre hymne national est l'espoir. C'est ce qui nous fait avancer. Et j'interviewe des personnes, des mères et des épouses endeuillées, ainsi que des personnes venant de la guerre. L'espoir les fait avancer, ce qui est beau. Mais il ne doit pas devenir une désillusion. Et malheureusement, notre idée d'une paix, d'un État palestinien n'est pas leur idée d'un État palestinien. Il n'y a aucun mouvement au sein des territoires palestiniens pour un État. Il n'y en a pas. Les autres, comme l'Organisation des Nations Unies et l'Occident, agissent pour un État. Les Palestiniens, eux, ne le font pas. Ils veulent l'État, un seul État sans Israël. C'est irréalisable et cela effraie les gens. je comprends tout à fait. En diplomatie et en politique, il faut parfois accepter, et je pense que c'est ce que Bibi essaye de faire. Ce n'est pas facile, d'où l'usage de l'anglais plutôt que l'hébreu, sinon tous les gens de droite du pays réagiraient. Je dis « Attends, respire, une seconde. » Parfois, il faut faire ça pour obtenir cette paix provisoire. Je veux dire, comme nous le savons, le Hamas, les terroristes et l'idéologie djihadiste ne veulent pas la paix, mais la Houdna, un calme entre les murs. C'est toute leur philosophie. Je pense qu'il faut être intelligent à ce sujet, mais je comprends qu'ils ont rendu impossible la création d'un État palestinien. Et pour être honnête, soyons honnêtes, ils n'en ont jamais voulu. C'était juste notre projection de notre vision sur eux. Et en parlant d'idiots utiles, Vanessa, tu en as rencontré tellement. Oh oui. À New York. Je veux dire, tu faisais partie de la communauté artistique et créative, tu sais, venant d'une famille multiculturelle. Disons, et ces idiots utiles viennent annuler quelqu'un comme toi? Oui, tu sais que j'aime dire aux gens, malheureusement ou heureusement, je suis un peu dans le pire petit triangle de ceux qui sont les plus en colère contre Israël. J'ai la scène artistique très progressiste de gauche, qui est vraiment culturellement diversifiée. Et j'ai fait partie de ça toute ma vie. Et j'ai toujours eu des valeurs libérales jusqu'à ce qu'on me dise que j'étais du mauvais côté de l'histoire. Et ça a commencé doucement. J'ai juste commencé à publier quelques messages, puis j'ai posté un drapeau israélien. Et c'est là que les choses ont commencé à changer. Et je vais vous dire que ce qui a vraiment tout changé, ce qui a fait qu'ils ont arrêté de me donner une chance et ont décidé de m'annuler, c'est quand j'ai utilisé le mot sioniste. Et donc, le mot sioniste, c'est ce que je ressens en ce moment comme étant la plus grande chose contre laquelle nous luttons en tant que Juifs. Oui. Voilà, c'est devenu tellement instrumentalisé et détourné. Je vis avec cette communauté depuis 20 ans et je ne les ai jamais entendus dire le mot sioniste. Et maintenant, ils publient, tu sais, des essais sur Facebook à propos des sionistes.
Et donc, c'était vraiment comme un coming out pour moi. Je suis finalement contente car je me dis, ne m'invitez pas dans votre émission. Si tu vas sur mon Instagram, tu verras qui je suis. Donc, d'une certaine façon, tu sais, ils savent qui je suis maintenant. Et c'était douloureux. J'ai perdu des amis, tu sais, des amitiés et des collègues de 25 ans. Incroyable. Certains d'entre eux pour qui j'aurais eu plus de respect. Ceux qui m'ont vraiment dit quelque chose, mais il y en avait beaucoup qui se sont juste éclipsés. Et je pense que, vous savez, juste être associé à moi, ce n'était pas confortable. C'est difficile car toute la culture, du moins à New York, est désormais imprégnée d'antisionisme, comme je le disais hier soir à des Israéliens. Donc, c'est comme si je ne pouvais même pas aller à un concert, à une exposition d'art ou quoi que ce soit. Et en tant qu'artiste, c'est ce que j'ai fait pendant une grande partie de ma vie, sans vérifier sur Google d'abord pour voir. S'ils vont sortir un drapeau palestinien. Eh bien, je veux dire, écoutez, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas être contrariés, mais moi, je ne vais pas dépenser mon argent. Aller m'asseoir pour les entendre crier mort à l'Israël Defense Force, franchement, je ne le ferai pas. Pour les jeunes, j'ai une fille et des nièces. Le fait que ma nièce de 16 ans ne puisse même pas aller à un spectacle et ce à quoi elle va être confrontée, ça m'énerve tellement. Je veux dire, le plus triste, c'est que ça pourrait empirer sous Mamdani. N'est-ce pas? Quand tu dis ça, je ne sais pas. Je veux dire, j'y ai pensé personnellement, mais ça me montre qu'on perd la bataille du langage. Oui? Nous en avons les trois qui me viennent immédiatement à l'esprit de mots qui ont été déformés ou qui sont inefficaces. Pour commencer, sionisme. Cela a encore été instrumentalisé par incompréhension. Cela, antisémitisme, est un autre terme déroutant qui, maintenant, actuellement, les gens sont fatigués. C'est fini. Et puis tu commences avec, en quelque sorte, la genèse de tout notre activisme. Hasbara, qui est déjà une cause perdue. Quand tu expliques, tu sais, comme quand tu casses le pot à biscuits, c'est l'enfant qui agit. Hasbara à leur mère pour expliquer pourquoi ils ont cassé le pot à biscuits. Voilà. Excuse, accusation, comme on dit en français. Qui s'excuse, s'accuse. Ouais, donc, nous, pour une raison quelconque, chaque choix de mots que nous faisons, numéro 1, ils ne sont tout simplement pas efficaces en soi et très facilement déformés. Parce que qui peut, tu vois? Black Lives Matter? Tu vois ce que c'est, non? Tu connais le mouvement des droits civiques. Le sionisme, c'est pareil. Eh bien, le sionisme, écoute, je suis plutôt d'accord avec toi, mais d'un autre côté, je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait d'abandonner ce mot. Je ne veux pas dire abandonner. Je pense juste qu'on devrait redéfinir ce mot. Nous devons l'accepter. Nous devons le reprendre. Il est simplement remarquable que nous soyons si mauvais. Nous faisons ces choix qui rendent plus difficile la diffusion de nos idées parce qu'ils ne le sont pas. Tu ignores leur sens au premier abord, aucun mot n'est clair. Ils sont ouverts à être déformés. Et c'est plus que ça. Être, je veux dire, je t'entends. Et peu importe ce que nous choisissons. Tu vois, je suis aucune excuse, on doit y être. Ouais. Et ils ont pris le contrôle du génocide, ils ont pris le contrôle de la famine, ils ont pris le contrôle de l'apartheid, ils s'en fichent. Ils ne respectent ni les mots, ni le sens, ni la langue, ni la vérité. Donc, en réalité, tu parles d'une chose amorphe, d'un monstre qui change quoi que tu fasses. C'est comme un miroir. Quoi que tu fasses, il te retrouvera là. Il possède la langue, il possède l'oppression. Je veux dire, j'ai regardé cette vidéo sur Instagram et j'ai juste commencé à pleurer. Je ne pleure pas souvent. J'ai pleuré car ces jeunes enfants avaient invité des gens de la rue à écouter un discours sur l'antisémitisme. Ils expliquaient qu'en tant que juifs, on les insultait, on leur criait dessus ou lançait des objets, non pas comme sionistes, mais bien comme juifs. Certains disaient « Wow, c'est dur ». D'autres demandaient « Voudrais-tu abandonner ton identité juive si possible ?» J'y ai déjà pensé. Eh bien, je suis noire et je ne peux pas faire ça. On traverse plus de choses que vous le savez. Et je me demande « Quoi ?» Les Jeux olympiques des victimes. Les Jeux olympiques de l'oppression. Les Jeux olympiques de l'oppression. Je comprends ce que tu dis. Il faut être honnête sur ce qu'on affronte. Les Juifs n'entrent pas dans une case. Nous sommes une race, une ethnie, une religion. Eh bien, tu es ce qu'ils choisissent, en fait. Encore une fois, nous devons avoir une communication plus efficace. Je suis d'accord avec le cadre. Donc, nous sommes divisés entre nous. Donc, j'ai des amis qui sont comme moi, littéralement. J'avais une amie qui m'a dit « Oh, moi, je n'utilise pas le mot en Z. » Et moi, je suis là. Tu te moques de moi, donc? Parce qu'il y a tellement de Juifs qui se sont éloignés de ce mot, cela rend tout encore plus difficile. Pour ceux d'entre nous qui ont, vous savez, essayé de l'accepter.
Ce mot ne disparaîtra pas. Même si beaucoup décident de l'abandonner, il restera présent. Eh bien, tout d'abord, je pense que oui. Enfin, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Après ce que le 7 octobre a provoqué, je pense qu'avant cette date, surtout sur les campus universitaires, tout tournait autour du sionisme. Nous ne sommes pas antisémites. Nous sommes antisionistes. Mais je pense qu'après le 7 octobre, c'est devenu très clair. Les masques sont tombés. Ce n'était vraiment plus une question de sionisme. C'était une haine flagrante des Juifs, ce que nous devrions reconnaître. Brooke Goldstein en parle. Disons-le, appelons la haine des Juifs par son nom. Vous comprenez immédiatement ce que cela signifie. Oui, il s'agit bien de haine des Juifs. Ne parlons pas d'antisémitisme, car certains disent « nous sommes sémites ». Arrêtons, on sait tous pourquoi ce terme existe. Et vous, jamais. Mais eux veulent tout s'approprier culturellement. Ils s'approprient culturellement notre vision, ils s'approprient culturellement nos rêves, ils s'approprient culturellement l'apartheid d'Afrique du Sud. Chaque fois qu'un groupe de Sud-Africains vient ici, ils passent une semaine à chercher l'apartheid. Ils sont là, où est l'apartheid? Et moi, je dis oui, exactement. Donc, ce que je veux dire, c'est que eux, culturellement, parce qu'ils n'ont pas vraiment leur propre identité, ils s'approprient tout le reste de notre culture. Ne renonçons pas au mot sionisme. D'accord, c'est notre mouvement de libération. Oui. Notre libération. On dirait que féminisme est un mot tabou. Je travaille dans les discours féminins et les droits des femmes. Et c'est comme, mais es-tu féministe? Alors, je demande toujours, quelle est ta définition? Exactement, exactement. C'est exactement la même chose. Les gens croient que le féminisme, c'est détester les hommes et ne pas se raser les aisselles. Non, c'est l'égalité des droits et des chances pour hommes et femmes. Je suis féministe, Roshana aussi, et je suis sûre que nous et Vanessa, absolument. Mais je pense comprendre notre situation, c'est souvent prendre du recul, élargir la perspective et comprendre où nos problèmes s'inscrivent dans un problème plus vaste. Parce que la guerre contre le féminisme est liée à la guerre contre les Juifs et le sionisme. Absolument. Je pense que parfois, on se fait du tort. Surtout récemment. Je le ressens vraiment en Amérique. Je suis doué pour ressentir l'ambiance générale de la culture. Et il y a une lassitude autour de ça. Autour de quoi? Autour de l'antisémitisme. Et parfois, nous avons accusé des gens d'être antisémites, ici des quoi. Qui ne le sont pas. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Donc, je pense que nous nous rendrions un immense service en commençant à élargir notre perspective et à parler des questions plus larges qui englobent l'attaque contre le féminisme. C'est aussi une attaque contre le sionisme. Rendons cela universel, car nous souffrons tous de cette attaque si on élargit la perspective. Un jour, quelqu'un m'a dit quelque chose de vraiment intéressant. Il a dit, peut-être que si nous abordons cela sous l'angle de l'anti-occidentalisme plutôt que simplement de l'antisémitisme, certaines de ces choses auront plus de sens. Si nous parlons de l'oppression des femmes, si nous parlons de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre, alors en faisant cela, mais nous l'avons déjà fait. Nous l'avons déjà fait. Et ça ne marche toujours pas. Mais c'est intéressant de voir comment ils se chevauchent. Juste pour lui donner un cadre, j'ai en fait appris tout cela sur le sionisme et le féminisme grâce à Amat Wills. Elle est vraiment, vraiment intelligente. Il y a de nombreuses années, elle a dit « Ce qui se passe, c'est que le sionisme et le féminisme sont tous deux arrivés et ont fait une révolution du pouvoir. C'était un changement de pouvoir, mais pas pour les femmes. Le féminisme leur a donné un pouvoir égal, du moins en rêve. Et le sionisme, c'était le juif sans pouvoir, jusqu'au juif qui est indépendant sur sa terre. Et c'est ce qui se passe quand on fait une sorte de renversement du pouvoir. Ce sont les forces qui s'opposent à cela. Ils veulent délégitimer et utiliser le mot sionisme comme une arme. Voilà pourquoi. C'est parce que c'est le symbole du mot. Cela explique le juif sans pouvoir. Maintenant, c'est le juif avec son propre pouvoir. Et c'est ça qu'il ne supporte pas. Alors, on le donne et on en fait un mot sale. Et ça nous donne la justification pour haïr les Juifs. Oui, parce que la plupart des Juifs sont sionistes. Peu importe ce que tu veux dire, le plus fort, c'est quand des non-Juifs me disent « le sionisme et le judaïsme, ce n'est pas pareil ». Évidemment, tu ne connais pas grand-chose au judaïsme. Nous sommes le peuple de cette terre. Et la plupart d'entre eux, c'est ce qu'il y a dans la Torah, je veux dire. C'est ce que tu dois faire sur cette terre. Donc, tu ne sais rien du judaïsme si tu nous dis que le judaïsme n'est pas sioniste. Le judaïsme tourne entièrement autour du sionisme, c'est ça.
Le sionisme désigne le mouvement politique moderne pour la libération du peuple juif sur ses terres ancestrales. J'ai l'impression d'avoir toujours gardé ça en moi. D'accord. Alors, où allons-nous à partir d'ici en ce qui concerne les Juifs américains? Tu vois maintenant une tendance avec les Mamdani. Ce n'est pas la seule en ville. Non, non, Je veux dire, ça va peut-être devenir une vague maintenant. C'est intéressant, et c'est drôle parce que depuis que je suis ici, chaque petite boutique où je vais, même si quelqu'un ne parle pas anglais, quand je dis que je viens de New York, on me demande toujours que penses-tu de Mamdani? Tout le monde veut savoir. En tant que New-Yorkaise, je ne fais pas partie de ceux qui disent on sera sous la loi de la charia le mois prochain. Et je pense que c'est un peu exagéré. Ce qui me fait le plus peur et qui est déjà en train de se produire, c'est encore une fois la banalisation de l'antisionisme. Donc, la haine anti-Israël est déguisée. Vous savez que c'est de l'antisémitisme. Mais les gens peuvent maintenant la dissimuler avec ces jeux de mots qui ont commencé à apparaître dans la société. Récemment, une exposition d'art a eu lieu sur l'île du Gouverneur. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ça. Et là-bas, ils ont des résidences d'artistes et une personne juive est entrée et il y avait une exposition qui montrait certaines choses. Quand je dis que ce n'était pas juste un drapeau palestinien, c'était « J'aime le Hamas ». Oh mon Dieu! F Israel Lane, comme un panneau de rue et toutes ces choses. Un truc du Ku Klux Klan avec Amag et Djavid dessus et donc quelqu'un est tombé dessus. Et ensuite, ils sont venus avec une déclaration disant que c'était quelque chose de non autorisé. Nous n'avons pas vu ça, mais je devais voir. Combien de personnes ont dû tout voir? Je veux dire, au moins, je dirais qu'il y a eu 5 pères Dieu qui l'ont vu avant qu'ils ne le retirent. Et vous savez, le maire Adams en a parlé. Mais c'est ça qui m'inquiète, c'est que ça va juste devenir tellement normalisé comme une forme d'expression artistique. Oui, je pense qu'une grande partie laisse déjà. Quand le dernier pape, aujourd'hui décédé, visite une crèche de Noël et le petit Jésus porte un kéfir, oh mon Dieu, même si ça n'a aucun sens au niveau de la chronologie, vous savez que nous avons déjà perdu la bataille culturelle? oh, regardez, que se passe-t-il? Ce qui arrive à New York est très inquiétant pour la sécurité des Juifs. Je pense que c'est le sujet principal. Il y a des promesses que Mamdani ne peut pas tenir. Oui. D'accord, c'est beaucoup. C'est de la mise en scène. Mais là où il le peut, il peut rendre la vie des New-Yorkais juifs plus difficile, plus dangereuse, n'est-ce pas? Il peut en quelque sorte détourner la police vers d'autres problèmes. Et franchement, je pense qu'il n'y a vraiment qu'une seule solution. Et je ne crois pas que les Juifs devraient fuir New York. Je ne pense pas que nous devrions abandonner cette grande ville construite par les Juifs. Par les Juifs. Tant de Juifs sont responsables de la grandeur de New York. Absolument. Et tu sais, j'ai grandi à New York, je n'y suis plus maintenant, mais j'encourage les gens à se battre pour ça. Mais cela étant dit, je pense que les Juifs doivent réfléchir à leur sécurité, à leur protection. Je pense que les Juifs doivent avoir de la sécurité. Nous devons y investir. Et nous ne devrions pas avoir à le faire. Mais ça n'a pas d'importance. Nous devons continuer à avancer, continuer et assurer la sécurité de nos communautés, synagogues, écoles et enfants. Cependant, nous devons le faire. Nous devons le faire et attendre notre heure. Il ne tiendra pas plus de 4 ans, peut-être même moins, au minimum. Stéphanique, vous savez, l'une des choses que j'ai découvertes, c'est que donc, pour ceux qui ne le savent pas, Élise Stefanik se présente au poste de gouverneur de New York. Et cela s'est déjà produit auparavant. Le gouverneur a légalement le pouvoir de révoquer le maire. Vraiment? Oui. Tu es sûr? C'est pour ça. Et c'est déjà arrivé avant. Ça, est-le. Et c'est déjà arrivé. Alors écoute, si elle réussit et que nous devons tout faire en notre pouvoir, elle est quoi, une guerrière féroce? Quelle urgence! Oui, mais eux, politiquement, en tant que personne avec un peu d'expérience politique ici, tu ne peux pas faire ça sans être accusé de bafouer la démocratie. Non, je ne dis pas qu'elle va faire ça. Non, elle va lui rendre la vie infernale. Entre elle et Trump, ils peuvent étouffer beaucoup de choses. De toute façon, je pense que Trump va envoyer une quantité massive d'agents. Je pense qu'il va résister farouchement au statut de ville sanctuaire et d'État sanctuaire. Donc, je crois que Trump va rendre la vie de Mamdani infernale. Je pense que ses partisans vont être déçus. C'est ça, parce qu'ils sont
il est maintenant le maire de New York. Donc, si quelque chose se passe, vous savez, la parade israélienne a lieu chaque année. Avant cela, la croyance que L'annuler. non, il n'allait pas y aller. Je peux me tromper, mais je pense que nous voulons soutenir. Il a dit qu'il n'ira pas. Mais maintenant qu'il a été élu, je suis vraiment intéressée. Et maintenant que tu es déjà arrivé ici et que tu es la maire de tout le monde à New York, s'ils comptent maintenir toutes ces choses très strictes, ils seront en colère parce qu'elles sont tellement extrêmes que s'ils accordent, tu sais, la moindre concession, tu sais, à la communauté juive de cette manière, Ils sont déjà en colère contre lui. Ils gardent le commissaire. Tish, c'est ça. Sarsur fait déjà une embolie. donc, ça va, c'est ce que je pense. Je pense qu'il a mené cette campagne en étant très, très, tu sais, combatif et en promettant de façon très extrême. Maintenant qu'il est maire, que va-t-il se passer? Eh bien, c'est la réalité de la politique. C'est que quand tu entres en fonction, tu te rends compte à quel point tu es limité. Je me souviens, et j'adore le maire de Jérusalem, mais je me souviens que pendant la campagne, il disait « parking gratuit pour tout Jérusalem ». Je te jure, il a été confronté à la mairie, il a vu l'argent, on a dit qu'on lui donnerait 1 heure. Un parking gratuit. Je préférerais le voir échouer à cause de ses mauvaises politiques. Je ne veux pas le voir renvoyé sans raison valable. Je ne veux pas voir échouer parce qu'il n'est pas aussi à gauche que les gens le voudraient. En ce qui concerne les Juifs, j'aimerais voir, vous savez, comme vous l'avez souligné avant qu'on commence à filmer, que je viens de la région de New York. J'adore New York. Et c'est dévastateur pour moi. Mais j'aimerais voir la communauté juive de New York se rassembler avec leurs voisins et dire « Hé les gars, nous sommes tous des New-Yorkais. Nous, tu sais, ce n'est pas de l'antisémitisme, mais c'est New York. Je ne veux juste pas que ce soit une question de juifs ou de non-juifs, parce que c'est pas bon pour les juifs, d'ailleurs. » Eh bien, c'est la même chose au niveau de l'ouverture. Je suis d'accord. Et je pense que c'est en grande partie vrai. La communauté italienne et une grande partie de la communauté noire de New York disaient « Ce n'est pas notre gars, nous sommes de New York. Yorkais. Être New-Yorkais, c'est être ensemble. Je suis d'accord. Je pense que c'est attaqué. Soyons honnêtes. C'est un autre sujet, on n'en parlera pas maintenant. Si seulement les Juifs pouvaient vraiment s'entendre et éviter les idiots utiles qui ramènent toujours à cela. Pour Mamdani et Dieu sait qui d'autre. Oui, d'accord. Eh bien, sur cette note merveilleusement positive, nous passons à notre segment préféré, le salaud de la semaine. D'accord, c'est excitant d'avoir 2 nouveaux co-animateurs invités qui vont parler de leur salaud cette semaine. Vanessa, à toi, qui est ton salaud de la semaine? D'accord. Eh bien, à l'origine, parce que j'ai changé ce matin, ça devait être Kanye West, mais c'est tellement cliché. J'étais juste là, fatiguée de ces allers-retours et de tout ça. Et c'était tout. Mais ensuite, bien sûr, tu sais, Quelque chose de plus important est arrivé. exactement. À New York, ce matin, je me suis réveillée et j'ai vu ça. Des manifestants antisionistes scandaient des slogans pour une intifada et harcelaient des Juifs lors d'une manifestation devant la synagogue Parki. Alors, cet événement était organisé par, j'espère que je le prononce correctement, Nefesh Benefit. Nefesh Bennett. C'est donc une organisation qui aide les Juifs à immigrer en Israël. Ah, la manifestation était bruyante et agressive. Ils criaient « Mort à Tzahal ». Et nous ne l'avons pas vraiment initié et cela n'a pas pris d'ampleur après ce concert, contrairement à New York. Donc, c'était très inquiétant pour moi qu'il y ait cela, vous savez, que cela se produise et ensuite que cela soit intégré à tout ça. Et maintenant, c'est là. Aucun Juif n'est possible. Événement où cela n'est pas protesté. Oui. Que nous aurons autant de sécurité, peu importe le lien avec Israël, même un restaurant, il n'a jamais rien dit. Ça n'a pas d'importance. Et ils vont tout casser, les fenêtres. Donc pour moi, je suis tellement fatiguée de ça. Vous savez, que chaque événement soit une opportunité et ça n'apporte rien de productif. Aucune utilité. Ce n'est pas une question de productivité. C'est une question de chaos. Et encore une fois, ce ne sont pas seulement les Juifs qui en subissent qu'à les conséquences. Mais si vous regardez à grande échelle, il y a un mouvement du chaos. Il y a un mouvement pour détruire l'Amérique. Et déstabilisé. Ils ont déstabilisé l'Europe. Cela en fait partie. C'est une idéologie marxiste. J'ai lu le manifeste du Parti communiste il y a 1 mois. C'est éveillé. C'est juste parce que j'ai dû aller à la source et faire le lien moi-même. Mais c'est bien ça.
Le manifeste du Parti communiste oppose oppresseurs et opprimés. Oui, c'est le point final. Je pensais que c'était plus récent. Je croyais que c'était une convention plus récente. Cela, Et je devrais simplement ajouter le nom de l'organisation qui l'a organisé. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant, mais il s'appelle They Pull Out a... Et oui, elle en faisait aussi la publicité. Voix juive pour la paix. Ce ne sont pas des voix pacifiques. Ils ont tous besoin des deux. Elle, c'est vraiment horrible. Donc oui, Donc c'est mon salaud de la semaine. eh bien, c'est un très bon salaud. Et je dois te dire, j'ai pris l'avion hier pour rentrer de New York. Il faisait très froid, je dois dire. Dans l'avion, une personne haut placée de Nefesh bénéficiaire m'a dit après l'atterrissage, « Tu ne sais pas ce qui vient de se passer. » Donc, c'est une membre haut placée de l'organisation. Oui, eh bien, que font-ils? Tu sais, tu ne veux pas de juifs à New York. Ils disent qu'ils amènent plus de colons. C'est comme ça qu'ils le disaient. Vous êtes tous des colons. Ils sont tous. Des colons, peu importe que vous viviez à Tel Aviv ou ailleurs, plus il y a de colons selon ceux qui détestent les Juifs. C'est vraiment un type très méprisable. Merci beaucoup, Vanessa. J'allais juste dire, tu imagines si ces gens mettaient leur énergie dans des choses positives? Non, ça ne m'intéresse pas. Ouvre une pizzeria, fais quelque chose de bien pour ta communauté. Mais la quantité d'énergie utilisée dans ce mouvement, argent, ressources, personnes, humanité, tout ce qu'ils pourraient faire pour améliorer le monde. super vilain. Et C'est malheureux. si un super vilain utilisait cette énergie à bon escient, il serait remarqué. Changer le monde. Ils pourraient changer le monde. Le super vilain s'appelle Sorus. Bref, Shoshana, qui est ton salaud cette semaine? D'accord. Je crois qu'une fois à l'antenne, j'ai dit que je ne parlerai plus jamais de cette personne, mais je vais en parler parce que je n'en peux plus. Mademoiselle Rachel, et ma crapule de la semaine. Parce que, ma fille, tu es obsédée. Oui. Et pas dans le bon sens. Je ne vais jamais sur Threads, mais mon fil est plein de Miss Rachel, que je ne suis même pas. Tu parles de Gaza et du Hamas. Pardon, je reformule. Tu évoques Gaza, le génocide et les enfants, sans citer le Hamas. Tu parles seulement des enfants qui ont besoin de ceci, des enfants qui meurent de faim et qui veulent vivre. Ce n'est pas antisémite. C'est ton fil, publication. 111 000 mentions, j'aime. J'ai 5 enfants à moi. Je pense que les enfants sont notre avenir, qu'ils doivent manger, vivre en paix et ne pas être en zone de guerre. Mais je crois aussi que si vous êtes éducatrice et que vous voulez vraiment le meilleur pour les enfants et que vous voulez apporter du changement avec votre plateforme, vous devez parler des enfants en général. Sinon, vous devrez continuer à justifier que vous n'êtes pas antisémite en évoquant seulement les enfants de Gaza, ce qui paraît suspect. C'est étrange pour quelqu'un qui prétend se soucier des enfants en général. Vous ne mentionnez pas les enfants mariés de force au Yémen, les enfants soldats, ni les enfants soudanais mourant de faim ou les enfants congolais massacrés dans leur village. Et ce n'est pas du quoi à propos de, n'est-ce pas? Tu dois réfléchir à ce que tu dis et pourquoi les gens peuvent même dire que tu sembles antisémite. Car si tu ne parles que d'un groupe d'enfants, tu ne te soucies pas de tous les enfants. Tu parles d'un conflit spécifique auquel tu attires l'attention de tout le monde. Et pas vraiment des enfants du monde entier qui ont vraiment besoin de ta voix. Donc, mademoiselle Rachel, je suis désolée de dire que tu es mon ordure de la semaine. Amen, ma sœur. Elle ne mentionne même pas le vrai oppresseur des enfants de Gaza, le Hamas. C'est trop lui demander. Elle aurait au moins pu le faire. Tu vois, je pensais qu'elle prenait cette voix, puis je l'ai entendue en interview et je me suis dit, oh mince, c'est vraiment sa voix. C'est vraiment sa voix. Écoute, c'est comme ça qu'elle parle. C'est comme ça qu'elle parle. Mais elle devrait utiliser sa voix pour de vraies bonnes choses et pas juste rester là à critiquer Israël. C'est le syndrome de dérangement d'Israël. C'est exactement ça. Et il y en a tellement, il y a tellement de similitudes. C'est en fait comme ça que j'ai eu une révélation à propos de Trump. En gros, parce qu'un jour, j'ai vu, oh, c'est le même scénario qu'ils appliquent à Israël. C'est un scénario. C'est vrai. Et ce syndrome de dérangement d'Israël est la même chose dont souffre Trump. Les faits n'ont pas d'importance. Les gens sont obsédés par un récit. Au diable tout, logique, raison, fait. Ça n'a aucune importance. Ils dirigent leur dérangement contre Israël à chaque occasion. À chaque occasion, Nous l'avons vu parfaitement avec la British Broadcasting Corporation, comment ils ont monté ce reportage et tout le monde dit « Oh Trump », mais ils font ça avec Israël depuis toujours. C'est maintenant évident, tant la façon dont ils ont monté ce reportage sur Trump est flagrante. Et maintenant, les gens se disent
Alors si on ne les croit pas là-dessus, oui, exactement, comme tu dis, même scénario, même scénario. C'est vraiment là que j'ai ouvert les yeux sur Trump quand j'ai commencé. Et je suis retourné aux sources, plutôt que de me fier à la façon dont les médias présentaient la situation. J'ai compris, je vais examiner tout sur Charlottesville et écouter l'appel complet avec le gouverneur. Et c'est vraiment un manuel. Beaucoup de ceux que je trouve les plus obsédés n'ont aucun intérêt personnel dans l'affaire. Par exemple, concernant cette partie du monde ou leur vécu, je n'ai jamais eu de personne. Je répète souvent cela aux gens, comme pour le sionisme, ce qui rendait certains extrêmement furieux. Ce n'était pas toujours douloureux. Ce serait une expérience scientifique incroyable. Et je l'observe d'en haut en pensant que c'est fascinant, des personnes qui sont furieuses, qui ne sont pas concernées personnellement. Et c'est le sujet. Et elles ont même des sujets dans leur communauté qui devraient aussi être abordés. Mais pourtant, ceci, Ils s'en fichent. quelque chose qui a suscité cette obsession et cette colère. Et c'est Eh bien, quand on regarde l'histoire, celle des Juifs et surtout celle de ceux qui les détestent, c'est surtout la jalousie et le fait de prendre quelqu'un pour bouc émissaire, l'exclusion. Et les Juifs étaient toujours les personnes commodes à exclure parce qu'on avait l'impression qu'on pouvait quand même rester une bonne personne parce qu'ils réussissent, mais personne ne nous a donné de succès. Mais je veux dire, le sujet est vraiment, vraiment intéressant. Comme tu viens de le dire, si tu peux prendre du recul, si tu ne disais pas ça sans émotion, c'est en fait un sujet fascinant. Il y a en quelque sorte un autre aspect à cela, deux volets qui y contribuent. L'un d'eux, c'est que c'est devenu un club social. C'est devenu un club social de haine des Juifs. Et maintenant, c'est une communauté pour beaucoup de gens qui n'ont aucune autre réussite, aucun accomplissement ou quoi que ce soit d'autre dans leur vie. Et si tu observes les médias, c'est une recette du succès. Exactement. Détester Israël rapporte. Regarde Candy Sewers. Elle a le haut. Podcast numéro 1 en Amérique. Tu sais pourquoi? Les gens adorent voir des choses folles. Et elle est devenue folle avec sa haine envers les Juifs. Et les gens achètent ça. Aussi sur Threads. Parce que je regardais, je n'ai jamais autant détesté quelque chose que je déteste Israël. oui, Non, c'est une personne vivant aux États-Unis et non juive. Réfléchis à ce que cela signifie. Que cet être humain qui a grandi est devenu un adulte, déteste un pays à 6000 miles d'ici et n'a jamais détesté quoi que ce soit, Ni un tyranne, ni un Hitler, non. Je ne sais pas, peu importe, autant qu'il déteste Israël. Que fais-tu? Je blâme aussi mademoiselle Rachel. Et pense aux enfants que tu influences. Qu'est-ce que tu fais à l'esprit des personnes que tu es censé éduquer quand tu les endoctrines et leur fais un lavage de cerveau pour les inciter à la haine? c'est une maladie, je l'ai. C'est dépassé, plus à la mode. Ce qui m'effraie le plus, c'est ce qui pourrait arriver dans 5 à 10 ans. Je ne pense pas que, tu sais, la jeune génération soit comme ça. Si les choses continuent comme ça, est-ce qu'ils pourront dire fièrement je vais en Israël ou je soutiens Israël d'une quelconque manière? Ça commence déjà à arriver. Je pense que je m'accroche encore à un peu d'espoir. Si on trouve un moyen de faire ça, je sens que ça va dans ce sens, car c'est un club social et c'est tendance. Je doute qu'ils puissent appeler ça juif. Merci. Oublie d'aller en Israël. Je pense qu'on y est déjà, N'est-ce pas? Mais ils le sauront. Je suis une bonne juive. n'est-ce pas? Ça vient juste d'arriver avant. Eh bien, j'ai espéré cela. Dans l'histoire, vous savez, la beauté des djihadistes, c'est qu'un scorpion restera toujours un scorpion. Ce qui signifie qu'ils vont faire quelque chose de très mauvais quand les gens vont avoir un moment de réveil. Mais c'est mon évaluation, mais je peux me tromper. D'accord, Lee, qui est ton salaud cette semaine? Alors, mon salaud de la semaine, et je suis sûr que vous l'avez déjà mentionné auparavant, et je vais relier cela à Mamdani. Est-ce Sadiq Khan? Donc Sadiq Khan, la police métropolitaine a révélé Le maire de Londres? le maire de Londres. La police métropolitaine a révélé il y a ces 9000 cas d'exploitation et d'abus sexuels sur des enfants au cours des 10 dernières années qui sont en grande partie restés sans enquête. Et si vous regardez certaines des récentes interviews de Sadiq Khan, quand les gens le confrontent directement au sujet des réseaux de prédation et de cette exploitation sexuelle, il les regarde comme s'ils n'avaient même jamais entendu parler du sujet. Je le mentionne à nouveau car cela vient d'être révélé.
par la police métropolitaine, mais c'est une fenêtre qui permet de voir le monde de Mamdani à New York. Sadiq Khan est le Mamdani de Londres. Absolument. Et l'Angleterre a je ne sais pas combien d'années d'avance, mais je veux dire l'Angleterre en général. Quel genre faisait-il? La prise de contrôle islamiste de l'Angleterre est quelque chose que l'Amérique doit examiner de près et comprendre. Et cela rejoint mon héros de la semaine. Mais nous devons tirer les leçons des souffrances de l'Angleterre. La prise de contrôle islamiste de leur gouvernement local, dont Sadiq Khan est peut-être la pire version. Et ignorer les dangers pour leurs propres enfants. Il a faim de ne pas entendre. J'ai vu toutes les réunions du conseil quand cette femme le poussait sans relâche. Et il était là, quoi. Merde, oui, des histoires de viol, c'est tellement insultant. C'est dégoûtant. Comme c'est dégoûtant. Toutes ces victimes, personne. Je crois que le peuple britannique commence à se réveiller. Et j'espère que eux, comme tu le dis, Lee, ils sont un peu comme le canari dans la mine de ce qui pourrait arriver à New York. Mais j'espère aussi qu'ils seront ceux que les gens regarderont en disant « Oh, il recule, voyons voir. Ça va soit arriver, soit ne pas arriver. » Je ne vois pas comment ça pourrait finir autrement. Mais une guerre civile parce que le gouvernement est contre vous. Ils arrêtent des gens. L'année dernière, en Angleterre, ils ont arrêté plus de 12 000 personnes. Pour les réseaux sociaux, 12 000 personnes. Ils ont arrêté des gens. Ils partagent un tweet, Ouais. Ils ont emprisonné des gens. mais pourtant, tu peux dire « Abats l'idée » et il ne t'arrive rien. C'est incroyable. Tu peux dire « À mort les Juifs », tu peux dire « À mort les designers », tu peux tout dire, ça passe. Bien sûr. Mais si tu partages un tweet de quelqu'un comme Tommy Robinson ou autre, Britannique devrait précéder Grande-Bretagne ou un équivalent. Tu vas en prison. tu vas en prison. C'est fou. Pourtant, ils y mettent toujours des gens. Ce qui se passe au Royaume-Uni est vraiment fou. Mais c'est vraiment un sale type qu'il mérite. Je pense que Donald J. Trump serait d'accord, car il a vraiment fait de Sadiq Khan une grande personnalité. Non grata? Et devant Keir Starmer, en fait, Trump, c'est un comédien, honnêtement. Et genre, devant le premier ministre, et le premier ministre dit « Eh bien, c'est mon ami, en fait. » C'était comme « Il est le pire, il est le pire. » J'adore. Bon, mon salaud, je ne pense pas qu'elle devrait être la salaud de l'année. Elle s'appelle Rim Al-Salem et elle est la rapporteuse spéciale de l'Organisation des Nations Unies sur la violence contre les femmes. Je ne sais pas où il trouve ces rapporteuses spéciales parce qu'elle est l'autre albanaise, cette femme-là. Quoi qu'il en soit, elle est sortie et a déclaré qu'il n'y avait eu aucune enquête indépendante permettant de conclure qu'il y avait eu des crimes sexuels le 7 octobre. Sauf que 2 rapports de l'Organisation des Nations Unies, même s'il leur a fallu beaucoup de temps, soyons honnêtes, avant elle, ont dit qu'il y en avait eu. C'est parce que nous avons aussi des rapports dans ce pays, au moins 2 rapports, le projet DINA et un autre rapport du Centre de crise contre le viol. Nous avons des témoignages oculaires, nous avons des photos des corps mutilés de ces femmes. Nous avons un documentaire qui a été produit par Sheryl Sandberg, si vous voulez le voir, Riem Al-Salem, sur ce qui s'est passé et toutes les preuves médico-légales. Malheureusement, certaines personnes se sont suicidées après avoir entendu et vu les crimes sexuels du 7 octobre. Alors, pour que vous soyez la rapporteuse spéciale et que vous veniez dire qu'il n'y a pas eu de crimes sexuels, vous êtes la pire des ordures. Je veux vous mettre devant ce documentaire. Et je demande à Sheryl Sandberg, depuis cette tribune, s'il vous plaît, avec votre pouvoir, avec votre influence, allez voir cette femme, cette ordure, Rim Al-Salem, faites-la s'asseoir et obligez-la à regarder votre documentaire. Parce que cette femme ne mérite pas d'avoir ce poste si important. En fait, elle salit le poste qui lui a été confié. Et pour moi, le fait que les femmes israéliennes et juives n'ont absolument aucune justification pour dire qu'elles ont été violées et assassinées. Et tout le reste fait d'elle une vraie ordure. Donc, Rim Al-Salem. Maintenant, avec Francesca Albanese, vous êtes parmi les pires personnes passées dans notre émission. Et tu devrais pourrir en enfer. Il y a une place en enfer pour les femmes qui n'aident pas les autres femmes.
Tu devrais avoir 100% honte de toi. Ce n'est pas seulement les femmes qui ne soutiennent pas d'autres femmes. Les femmes qui nient, c'était la base du gaslighting. Des femmes nient les viols subis par d'autres femmes, sauf quand il s'agit de femmes israéliennes ou juives qui ne sont pas crues. Donc, cette REM, je veux dire, écoutez, si l'Organisation des Nations Unies avait un minimum de respect pour elle-même, ce qui n'est pas le cas, elle devrait la renvoyer. Il devrait renvoyer Francesca Albanese pour son comportement nazi. Pourtant, ces deux femmes se promènent en prétendant avoir un travail important tout en ne faisant que répandre la haine. Je veux dire, je crois vraiment au karma. Donc, je pense qu'elles finiront un jour dans les oubliettes de l'histoire. Pour moi, ça n'arrivera jamais assez vite. D'accord. Avec toute cette haine et ce poison, il faut se purifier. Et nous allons le faire avec les héros de la semaine. Et pour chaque crapule qu'il y a tellement de héros. Alors, Shoshana, commençons avec toi, ma chère. Donc, mon héros de cette semaine est Maxim Irkin. C'est un otage libéré. Et il se peut même qu'il ait déjà été mon héros auparavant. Mais la raison pour laquelle il est mon héros cette semaine, c'est parce que dans mon travail quotidien, je travaille avec des femmes qui ne peuvent pas sortir de mariage juif. Elles restent coincées dans leur mariage car seul l'homme peut accorder le divorce, parfois pendant des années. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons, mais nous n'avons pas toujours le succès que nous souhaiterions dans les délais que nous aimerions. Je travaille avec de nombreuses femmes dans le monde qui ont besoin d'aide sur ce sujet. Une femme appelée Aguna m'a contactée et a dit « Je viens en Israël. J'aimerais vraiment une bénédiction d'une ancienne otage. J'ai prié pour elle pendant 2 ans pour qu'elle sorte de leur enfer. Et je me demande peut-être qu'elles peuvent m'aider à sortir du mien avec une bénédiction. Elle a dit que les rabbins ont peu aidé, mais que ceux ayant vécu l'enfer peuvent peut-être me bénir. Et j'ai dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Comment vais-je y arriver? Je dois y arriver. Comment vais-je y arriver? » Bien sûr, quand on veut faire quelque chose de bien, l'univers vous aide, Dieu vous aide. Alors j'ai publié un message et j'ai demandé à quelqu'un en disant « Voici le numéro de téléphone de quelqu'un qui peut vous aider. » Samedi soir, je vais à la place des otages, je les entends parler. Gilles Baudalal a aussi pris la parole. C'est incroyable d'entendre ces personnes parler. Si vous avez un moment pour y aller, vous devriez les écouter. Les entendre parler, c'est vraiment comme voir le paradis. À propos de l'unité et de fraternité, c'est incroyable. Nous sommes allés en coulisses et je me suis demandé comment expliquer à Maxime ce qu'est Aguna. Que veut-elle de lui? Il y a du monde partout. Comment va-t-on faire? Il mesure 2 mètres. Je suis minuscule. Je lui dis « Salut, voilà, c'est mon amie et elle aimerait recevoir une bénédiction de ta part. » Je l'ai expliqué ainsi. Il a juste ouvert les bras. Il a ouvert les bras. Elle pleure. Et il l'enveloppe dans cette étreinte. J'ai une photo. Il l'enveloppe dans cette étreinte. Même s'il ne saisit pas toutes les nuances de ce qu'elle vit, tes prières devraient être exaucées. Tu devrais être libéré et tu ne devrais connaître que le bonheur pour le reste de ta vie. Je te jure, tout le monde pleurait. J'ai encore les larmes aux yeux rien que d'y penser et elle aussi pleurait. Il est adorable. Et je me disais, c'est ça la bonté divine. C'est ça le vrai sens du peuple juif. Je ne sais pas exactement ce que tu traverses. Je n'arrive même pas à imaginer ce que tu vis. Ici, ma sœur, reçois toutes mes bénédictions. Tu es mon héroïne. Je t'aime. Nous devrions retenir que tout geste pour aider ou encourager quelqu'un est une forme de divinité dans ce monde. Incroyable, quelle histoire. Il a l'air tellement gentil. Il est tellement gentil. C'est un amour, c'est vraiment un amour. Et tellement calme. Et il explique son épreuve avec tant de calme et sa façon d'être avec sa famille à son retour. Il parlait avec aisance. Si je pouvais tous vous prendre dans mes bras, il a dit « Je suis là ». Comme depuis la scène, il a dit « Je suis là parce que vous vous êtes battus pour moi ». Oui. Si je pouvais, je vous prendrais tous dans mes bras, toi aussi. Il a une bonne envergure et fait ce geste sur scène. Et on a tous l'impression d'être enveloppés. Et c'est vraiment très spécial. Oui, c'est incroyable. Magnifique histoire. Lee, qui est ton héros cette semaine? Mon héros de la semaine est le gouverneur du Texas, Greg Abbott. Absolument. Donc, si vous n'avez pas entendu la nouvelle, le gouverneur Abbott vient de déclarer CARE, le Conseil des relations américano-islamiques, et les frères musulmans. Il les a désignés comme organisations terroristes, leur interdisant d'acheter des terres. Et si vous ne le savez pas non plus, il y a eu une énorme poussée, croyez-le ou non, au Texas. Une ville nommée Epicville était en construction depuis des années. Ville Sharia? C'est exact, elle était entièrement fondée sur la charia, destinée uniquement aux musulmans. C'était un vaste complexe.
Non, c'était un immense complexe avec des centaines de maisons construites au Texas. Et donc, je pense, vous savez, j'espère que c'est le début des États-Unis qui reconnaissent à la fois CARE et les Frères musulmans et les désignent comme organisations terroristes. Il y a du mouvement, mais je pense qu'il faut le faire. Alors, comment ça se passe? Un État peut le déclarer, mais pas le fédéral. Il y a donc contradiction, non? Et CARE est un groupe légitime en Amérique? Eh bien, oui, c'est un groupe, vous savez, ils sont un. Je ne sais pas s'ils ont le statut 501C, 3, ni leur organisation, mais ils sont considérés comme caritatifs. La réalité, c'est que, franchement, c'est plus symbolique qu'impactant. Maintenant, il peut les empêcher d'acheter des maisons et de faire des choses au Texas. Mais la désignation n'a pas vraiment le même impact qu'au niveau national, n'est-ce pas? Parce que si vous le faites au niveau national, tout à coup, votre statut fiscal fédéral est révoqué, vous êtes restreint, il y a énormément plus de restrictions. Et aussi, si les gens ne savent pas, les Frères musulmans sont considérés organisations terroristes par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Les États-Unis, Et pas par les États-Unis, vraiment, c'est exact. c'est un peu fou. Mais il y a un mouvement dans ce sens. Je pense que j'ai confiance et je suis quelque part entre l'espoir et la confiance que ça arrivera. Et le sénateur Rubio ou le secrétaire d'État Rubio en parle et il était temps. Absolument, il était temps. Ce sont vraiment un groupe terroriste, les Frères musulmans. Ils déstabilisent toute la région, bon sang. Et le Qatar paye pour ça. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas encore pris de décision. Oui, c'est probablement ça. Mais le symbole est important. C'est important. Ça brise un barrage. C'est une déclaration et parfois on a vraiment besoin de cette déclaration. Et pas seulement à propos des soins, l'une des autres critiques à leur égard. Ils étaient un complice non inculpé dans l'affaire Holy Land, fondation pour il y a de nombreuses années. Ils sont donc restés dans les terres et il est temps de les retirer du jeu. Je suis d'accord. Greg Abbott a toujours été un ami d'Israël. C'est merveilleux, un héros fantastique. Alors, Vanessa, qui est ton héros cette semaine? Mes héroïnes sont deux femmes que j'ai respectées séparément et je ne savais pas qu'elles s'étaient associées pour un projet. Il s'agit de Brianna Goldedraya et Yoni Levy qui se sont réunies pour écrire un roman destiné aux collégiens intitulé « Ne nourrissez pas le lion ». Et ce que j'aime aussi dans cette histoire, c'est que toutes les deux sont présentatrices et travaillent à la télévision. Et elles se sont rapprochées en tant qu'amies simplement pour s'entraider face à beaucoup d'antisémitisme. Elles se disaient il faut tenir le coup à l'antenne, alors soutenons-nous. Elles ont donc eu toutes ces longues conversations en tant qu'amies. Et puis pour Brianna, elle a eu une situation où son fils, son jeune fils, qui est un grand fan de sport, un jour, ils allaient à un match de basket et quelque chose était sorti dans la presse où l'un des joueurs avait dit quelque chose d'antisémite. Il lui avait demandé « Maman, pourquoi on y va ?» Je paraphrase. « Pourquoi aller au spectacle ?» À ce match, est-ce qu'il ne nous aime pas? Et ça l'a vraiment bouleversée. Alors, elle a contacté l'école où il allait et a demandé s'il y avait des ressources pour ce genre de situation. Et il n'y en avait vraiment pas. C'est ce qui leur a donné l'idée de se réunir pour écrire ce livre qui suit des adolescents à travers cette montée de l'antisémitisme. Cela rejoint ce que je disais plus tôt, l'une de mes plus grandes peurs est justement cette banalisation. Et je pense qu'avec notre jeunesse, en leur donnant de la fierté et en le faisant d'une certaine manière, je pense que ça les touchera davantage à travers une histoire personnelle sur, vous savez, des jeunes à laquelle ils peuvent s'identifier plutôt que simplement en entendant comme un cours magistral en quelque sorte. Et en tant qu'écrivaine et artiste, j'ai tellement de respect pour eux d'avoir réalisé cela. C'est magnifique. J'ai vu qu'ils font une tournée en ce moment pour vendre leurs livres. Et elles se sont réunies en tant qu'amies et mères. Donc Emma se demandait, comment allons-nous expliquer cela à nos enfants, les rendre résilients et leur expliquer ce monde horrible qui nous déteste en ce moment, à ces enfants innocents? Ce sont deux présentatrices incroyables. Yonit Levissa dirige la chaîne 12 et Brianna depuis 20 ans. Je crois que sa famille a fui l'Union des républiques socialistes soviétiques. Oui, donc vous savez, ils ont de l'expérience et de beaux héros. Oui, Bien joué, Vanessa. nous devons faire ça.
Donc, mes héros avec qui j'étais la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais même plus quel jour on est, car je viens juste d'atterrir de New York où j'ai parlé lors d'un dîner hier. Et je suis allée rencontrer mon ami Éric Rubin, qui est impliqué dans tellement de choses merveilleuses. Et j'arrive là-bas et je vois Youssef Gadad, qui est déjà venu dans notre émission, ainsi qu'un groupe d'Arabes israéliens venus de tout le pays. Et ils représentent une organisation appelée Vouch for Each Other. Et c'est essentiellement des Arabes israéliens et des Druzes israéliens qui luttent contre l'antisémitisme et la haine envers Israël. Ils ont dit « Oh, Fleur, j'étais là pour Eric ». Ils ont dit « Allons à Grand Central Station avec des pancartes ». J'ai dit « Quoi? J'arrive ». Nous y sommes allés et j'ai rencontré des gens adorables. Il y avait environ 15 jeunes hommes et femmes arabo-israéliens, certains chrétiens, d'autres musulmans, d'autres encore druzes. À mon arrivée à l'hôtel, ils préparèrent de grandes pancartes déclarant « Nous sommes des Arabes israéliens qui se battent pour Israël. Nous sommes des Arabes israéliens contre l'antisémitisme. Nous sommes des Arabes israéliens contre le Hamas. » Toutes ces pancartes. Nous sommes descendus et j'ai rencontré des femmes formidables, de jeunes femmes incroyables que j'espère voir représenter l'avenir du pays en leadership et diplomatie. Et nous arrivons à la gare Grand Central avec ces affiches et nous restons là jusqu'à ce qu'une idiote utile arrive, bien sûr. Vous n'êtes pas des Arabes, vous êtes Marocaines. Je me dis, ici, je ne suis que Marocaine. Et elle commence à se disputer avec Youssef, bien sûr, et la police arrive et ils disent « Écoutez, ce n'est pas un rassemblement pour lequel vous avez obtenu une autorisation. D'accord. Et puis nous sommes sortis. Gare centrale. Et si je vous disais que les gens qui sont venus nous voir et ont dit merci? Parce qu'en fin de compte, tout d'abord, la plupart des gens ne le savent pas. 20% du pays sont des citoyens arabes ayant les mêmes droits que les autres. Les mensonges ont été intégrés et c'est bien plus important que toi, moi ou nous qui allons nous battre. Quand vous avez ces Arabes israéliens, des Juifs, des Israéliens, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, qui soutiennent Israël, nous sommes des Israéliens fiers, je vous l'affirme. Nombreux étaient dans l'armée. Pour moi, ce sont des héros. Et j'étais tellement fière de me tenir à leur côté et tellement fière de les rencontrer. Et j'ai dit à l'un d'eux, « Eh bien, et si quelqu'un venait nous attaquer? » Et tous ces gars arabes ont répondu, « Ne t'inquiète pas. » Pour être honnête, je me sentais vraiment en sécurité avec eux, j'essaie de te dire. C'est si important de le reconnaître. C'est tellement important. Alors merci, soutenez-vous les uns les autres. Merci à Youssef Gadad et à son groupe d'avoir dirigé cela. Et Éric, bien sûr, qui est formidable. Mais c'était vraiment un moment très fort et cathartique pour moi. Être debout à la gare Grand Central face à la haine et au regard que nous recevions de la part des Arabes d'Israël qui nous affrontaient sur notre terrain. Ça semble prometteur. Oui, très prometteur. Donc, vous êtes mes héroïnes cette semaine. Et sur cette merveilleuse note de positivité et d'espoir, merci beaucoup à Lee Trink, Vanessa Edry d'être en Israël, d'être active contre la haine envers Israël. Et donc, nous terminons notre émission, comme nous le faisons chaque semaine depuis 2 ans, en priant que d'ici la semaine prochaine, tous nos otages, dans ce cas, soient nos héros tombés. Revenez à la maison. Merci beaucoup de nous avoir regardés.